Call the police. Tell the sheriff I shot him. Tell him he's still on the loose. Is this some kind of joke? I've been trick or treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer. On va venir nous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais Bonjour à tous et bienvenue à la table de l'horreur. On se retrouve après un petit long moment de pause en fait. Donc voilà, je suis de retour pour la nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit bilan sur l'année précédente. Donc là, ça va être un épisode assez spécial. Déjà, je suis tout seul, donc vous êtes condamnés à écouter ma voix pendant à peu près 1 heure, je pense, que ma voix. Donc on va reprendre tous les films de genre que j'ai vus en 2022. Puis je vais les aborder un par un. Je vais essayer d'être assez rapide. Et peut-être que vous allez découvrir des films que vous avez loupés, que vous allez avoir envie de voir. Du coup, voilà. On commence tout de suite avec le premier film. Et on commence très fort cette liste. J'ai oublié de préciser, c'est pas un classement en fait. Je suis allé sur IMDb, j'ai regardé tous les films que j'ai vus en 2022, puis j'ai ouvert plusieurs onglets là devant moi, et il s'est pas trié par ordre de préférence et tout ça, donc voilà. Ce n'est pas du tout un classement, c'est juste une liste où il y a les films et je vais vous en parler. On commence tout de suite, et je trouve qu'on commence assez fort avec The Green Knight de David Lowery. C'est sorti en tout début de 2022 sur Prime Video, et en fait ça raconte l'histoire, mais revisité un peu de l'histoire de Gauvin, je crois que c'est ça le nom français, Gauvin, et le Chevalier Vert en fait, et en gros dans la cour du roi Arthur, t'as un espèce de Chevalier Vert, c'est une sorte d'arbre dans le film, qui vient et qui demande à un chevalier de lui asséner un coup d'épée. Donc Gauvin se porte volontaire, et il tranche la tête au Chevalier Vert. Et le Chevalier Vert ressuscite, il reprend sa tête, il la remet là, et il annonce qu'en fait, dans 1 an, Gauvin devra subir le même coup d'épée. Voilà. Et en gros, je crois que c'est 1 an, hein, je suis pas sûr. Sur le film, je l'ai vu il y a 1 an, du coup. Ça se trouve, je vais me prendre un coup d'épée. Du coup, on suit le périple de Gauvin, qui va revoir ce Chevalier Vert 1 an après. Et comment expliquer mon avis sur ce film ? Je lui ai mis une note de 7 sur 10 sur IMDb. Et d'abord, je pense que c'est un des films les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Esthétiquement, c'est magnifique. Et c'est pas un film avec un rythme hyper rapide. C'est vraiment un film, on est à la limite du contemplatif. Je pense même qu'on est dans le contemplatif. Avec des plans larges extrêmement beaux, des effets spéciaux très très beau, même le renard, il y a un petit renard, je vais pas en dire trop. Et en fait, je trouve que tu te fais hypnotiser en fait par le film. Le film te fait voyager, il t'emmène et tu te fais hypnotiser par son voyage. En fait, c'est une sorte de voyage un peu lyrique. Et même si au bout d'un moment tu peux t'ennuyer, et il se passe quelque chose à la fin, mais en gros, la fin te retourne le cerveau en fait. Et c'est une très belle poésie, je trouve en fait ce film. Voilà. C'est comme ça que je pourrais le décrire, une très belle poésie. On passe au film suivant. Pour le deuxième film, on reste sur les plateformes de streaming. Et là, c'est le contraire de The Green Knight. C'est pas un film qui m'a vraiment passionné, on va dire. On passe au Massacre à la tronçonneuse de Netflix. Et comment dire, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, putain, pourtant c'est produit par Fede Alvarez, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a fait un de mes films d'horreur préférés, qui est le remake de Evil Dead. Mais là, putain, je l'ai noté 5 sur 10 sur IMDb. Je pense que j'ai mis 5, parce qu'il y a des scènes gore qui sont plutôt pas mal faites. Même, c'est un truc que j'ai pas kiffé, t'as une grosse scène gore au milieu du film. Le film, par contre, est très court. Ça, c'est pas mal. Le film est très court. C'est peut-être son seul bon point. Le gore est très numérique, et ça se voit, et t'y crois pas en fait, t'y crois pas. Quand il y a une grosse scène de massacre, t'y crois pas. Je vous raconte l'histoire, donc ça se passe 50 ans après le premier film en fait, et t'as un groupe de jeunes un peu hipsters, on va dire, qui veulent acheter, je crois, une sorte de rue dans le Texas paumé, et en gros ils foutent la merde, voilà. C'est des jeunes qui arrivent dans les trucs et qui foutent la merde. Et donc Leatherface, il aime pas ça, et du coup, il va zigouiller tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film-là ? Je trouve que le film n'a strictement rien compris
à ce qu'était Massacre à la tronçonneuse à la base. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film, déjà. Le gore n'est pas explicite, il est suggéré, et aussi il est suggéré par son décor, en fait, par son ambiance. Très poisseux, et de la manière dont ça a été tourné, Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui se regarde avec le grain de la pellicule, limite sale, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais celui-là, c'est tourné en numérique, les effets spéciaux numériques, tout est lisse, tout est, entre guillemets, propre. Les personnages sont clichés. T'as une scène qui est à la fois la meilleure scène du film, mais tu viens pas faire ça dans un... Enfin, je sais pas, c'est la meilleure scène du film, c'est à la fois sa pire, c'est la scène du massacre du bus, où t'as pratiquement une vingtaine de jeunes qui se font découper par Leatherface avec sa tronçonneuse. Mais c'est du gore à outrance, mais numérique, quoi. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas poisseux, c'est pas tangible, c'est pas digne d'un massacre à la tronçonneuse, genre c'est limite Leatherface, c'est un boogeyman à la Jason Voorhees, quoi, c'est, je sais pas, je suis pas rentré dans le film, voilà. C'est un film qui me convient pas du tout, avec sa fin très moche, une fin très moche, genre c'est percutant, hein. À la fin, elle arrive, tu fais, ah ouais, quand même. Mais c'est moche, c'est très très moche. Voilà, comme pour moi, tous les films Netflix maintenant, pratiquement c'est ça, c'est des trucs moches. Bon, après je rentre dans un autre débat, mais je vous dis vite fait, toutes les séries Netflix, tous les films Netflix, pour moi ça se ressemble, c'est imbuvable de plus en plus, là, Netflix. Donc ils ont essayé de dépoussiérer Massacre à la tronçonneuse. Et en plus, le masque de Jason... Bah ouais, voilà, même moi je me trompe. Le masque qu'ils ont fait, là, Leatherface, c'est dégueulasse, ça, c'est horrible, c'est horrible. Donc si vous voulez voir un truc gore comme ça, regardez-le, mais au sein de la franchise Massacre à la tronçonneuse, je trouve que c'est... Après, il y a peut-être le message comme quoi les jeunes ne respectent pas les anciens, hein, mais... même ça, c'est limite, quoi, parce que t'as un drapeau confédéré, là, dans cette ville et tout ça, donc je sais pas. Après, je reçois le message comme quoi les jeunes d'aujourd'hui peuvent être inconscients et tout ça... qui pensent qu'à leur petit monde, qui sont pas conscients du monde extérieur, de ce qui les entoure et tout ça. Mais bon, c'est assez mal branlé, on va dire, dans ce Massacre à la tronçonneuse, voilà. Il y a eu pire comme Massacre à la tronçonneuse, genre le truc qu'ils ont fait en 2013, un truc comme ça, là, le film qu'ils ont fait en 3D, là, Texas Chainsaw, c'est pire que ça, hein. Mais bon, Massacre à la tronçonneuse a pas un très bel héritage, à part le remake et le préquel du remake, depuis, il s'est rien passé. Alors, le film suivant est un peu une petite déception de 2022 pour moi, parce que j'en attendais pas mal. On me l'avait peut-être trop vendu, j'en attendais peut-être trop, donc faudrait peut-être que je le revoie pour lui donner une deuxième chance. Donc ce film-là, c'est Abuela, de Paco Plaza. Donc c'est pas un mec... extrêmement, on va dire, qui a fait des films très marquants, mais moi je trouve que quand tu vois Rex, c'est pas que Jaume Balaguerro qui l'a fait, quoi. Lui il a beaucoup participé, donc je pense que c'est un mec qui a beaucoup de potentiel, et tu le vois ce potentiel dans Abuela, qui raconte l'histoire, je voulais le résumer, c'est une mannequin parisienne doit retourner à Madrid, où sa grand-mère qui l'avait élevée vient de faire un AVC. Cependant, le fait de passer quelques jours avec ce proche se transforme en un cauchemar inattendu. Le scénario du film est très bon. La mise en scène est très bonne. Les décors sont très bien. Paco Plaza exploite les décors avec sa mise en scène parfaitement. L'actrice qui joue la grand-mère est flippante. Elle est bluffante. Toutes les actrices d'ailleurs sont nickel dans ce film-là. Mais moi, ce qui m'a déçu en fait, c'est l'angoisse dans ce film-là. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flippant. Et j'ai été un peu déçu parce que j'ai pas frissonné comme je pouvais frissonner devant un Conjuring ou quelque chose comme ça. Après, le film joue beaucoup avec tout ce qui est le corps humain qui vieillit, en fait. Il fait beaucoup de gros plans sur ça. Il met en scène plusieurs situations que tu peux vivre une fois que t'es vieux. Mais en termes de suspense pur et dur, j'ai été un peu déçu. Mais ça reste un bon film. Avec, je trouve, une bonne histoire. La fin où ça monte crescendo, la tension, on va dire. Il y a quelques bonnes scènes de flip, hein. Je dis pas qu'il fait pas peur. Il y a des scènes quand même qui font un peu flipper, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à voir le film le plus terrifiant de l'année, parce qu'on me l'avait vendu comme ça, vraiment. Donc je devrais lui donner une deuxième chance. Mais ça reste une petite déception, toute petite. Mais je vous conseille de le voir quand même. Voilà.
La Abuela, de son titre original de Paco Plaza. On passe au prochain film. Le prochain film, si vous avez écouté l'ancien podcast, vous savez de quoi j'en pense. Nope, de Jordan Peele. Je l'ai revu du coup un peu avant Noël. Toujours une claque pour moi, c'est toujours une claque. Toujours aussi passionnant ce film, toujours aussi beau, toujours aussi bien interprété. Des idées de mise en scène vraiment dingue. Le climax à la fin avec la poursuite en moto et tout ça. Oh là 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 là. Franchement, ouais, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Un chef-d'œuvre. Je m'en remets toujours pas. La putain de scène d'enlèvement au milieu du film, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Bref, si vous n'avez pas vu, regardez-le. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent sur ce film-là, mais je trouve que c'est quand même une expérience à faire. Même si vous n'aimez pas le film d'horreur, je pense que c'est typiquement le genre de film qui pourrait vous initier au genre, sans être trop violent, trop effrayant et tout comme ça, mais c'est une bonne porte, je trouve, au cinéma, pas d'horrifique, mais au cinéma de genre, vous voyez ? Donc voilà, si vous voulez un avis plus en profondeur, vous pouvez écouter l'épisode précédent. Mais voilà, Nope, pour moi, c'est un des sommets de l'année 2022, toujours confondu. Allez, je fais une petite parenthèse, je vais faire mon top 3 de l'année 2022. Top 1, The Batman. Top 2, Nope. Top 3, Avatar 2. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime ce film. Le film suivant est une des plus grosses surprises de l'année. Franchement, je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi bon. Je l'ai noté 8 sur 10 sur IMDb, c'est pour vous dire. Et c'est Prey, c'est pas un reboot, c'est une grosse préquelle de Predator. C'est de Dan, j'arrive pas à dire son nom à chaque fois, Dan Trachtenberg. C'est le mec qui a réalisé 10 Cloverfield Lane, et il a fait quoi d'autre d'ailleurs ? Ah, il a réalisé des épisodes de The Boys. Le film se passe dans une tribu comanche, et il y a un prédateur qui vient foutre la merde. Et franchement, c'est un très 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 bel hommage au Predator de John McTiernan. Predator, c'est un de mes films préférés, et je trouve que ce film lui rend parfaitement hommage, sans le plagiat en fait. C'est l'équilibre parfait entre hommage et nouveaux éléments, parce que c'est un nouveau Predator avec une nouvelle arme, des nouvelles esthétiques et tout ça. Et puis maintenant, c'est plus un héros, c'est une héroïne qui est extrêmement bien jouée par... comment elle s'appelle ? Alors je vous dis, l'actrice s'appelle Amber Midthunder. Putain, elle classe le nom de famille, Midthunder. C'est un personnage super bien écrit, je trouve, qui a une très belle évolution tout au long du scénario. Même le scénario met en place des fusils de Tchekhov un peu partout. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ce genre de méthode, mais moi j'adore. C'est pour ça que j'adore Die Hard. Donc Prey, je trouve que déjà l'esthétique du Predator est folle. Ça faisait du bien de voir un design original, ne pas se taper le même design depuis 87, 6, je sais plus. Bref, il y a des envolées gore dans ce film-là qui font plaisir, il y a de la bonne violence. Il y a quelques défauts, genre par exemple les Français qui parlent pas du tout français, c'est ridicule. Le film aurait gagné en surprise s'il aurait caché le fait que c'était un Predator qui était là depuis le début, parce qu'en fait, pendant toute la première partie du film, t'as des petites scènes où tu sens que c'est des scènes qui ont été rajoutées, limite, on dirait que c'est pas le réalisateur qui a shooté ces scènes-là, où tu vois le Predator qui chasse un peu la faune sauvage en fait, et pour montrer que c'est le Predator qui balèze. Sauf que je trouve que ces scènes cassent un peu le rythme. Donc elles interviennent comme ça, tu vois, par hasard. Après, les scènes sont bien faites. C'est souvent des scènes... T'as une scène en plan séquence où tu suis une souris qui se fait manger par un serpent, et le serpent qui se fait tuer. Ou alors, je crois qu'il y avait d'autres animaux avant, et le serpent qui se fait tuer par le Predator. Et t'as la notion de chaîne alimentaire comme ça. Et puis t'as une autre scène où t'as un Predator invisible déjà. Je trouve ça nul que... Le Predator se la pète alors qu'il se bat contre des lions, j'allais dire, des loups, alors qu'il est invisible. Bon, c'est un peu chiant. Mais en gros, je trouve que ça gâche un peu la surprise une fois que t'as le reveal, quand la fille se retrouve face au Predator, tu vois. Ça aurait été tellement mieux que le film commence juste avec à la recherche du puma qui a tué le membre de la tribu, tout ça, et là tu te retrouves face à un Predator. Là, putain, waouh. Ce film-là, ça aurait été un truc de malade. Mais bon, même en gardant ce petit défaut de faux mystère, on va dire, le film reste quand même très, 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 très efficace. Franchement, c'était ma surprise de l'été, j'ai vraiment kiffé. T'as de la tension, le combat final
qui retrouve un peu l'animalité du premier Predator de John McTiernan. J'ai kiffé, mais c'est un de mes films préférés aussi de 2022. Franchement, je vous conseille, si vous avez déjà vu Predator. Et si vous n'avez pas vu Predator, je vous conseille de... Ils sont sur Disney+, hein. Tout ça, c'est disponible sur Disney+. Tous les Predators sont sur Disney+, et Prey aussi. Donc, je vous conseille de voir Predator 1 et 2, et de regarder Prey, et je pense que vous allez kiffer, ça fera une petite bonne soirée. Le film suivant est un petit fan footage français qui s'appelle Deep Fear, qui se passe dans les catacombes. Je vous raconte vite fait l'histoire. 3 jeunes étudiants fraîchement diplômés décident de s'éclater en visitant les catacombes. Ils sont loin de se douter que leur expédition va virer au cauchemar. Sonia, Max et Henri tenteront d'échapper à une étrange créature. Alors, c'est possible que ce film vous rappelle un autre fan footage sorti il y a quelques années qui s'appelle Catacombes. Et ce film, donc Deep Fear, la version 2022, qui est français, pur français, je l'ai noté 6 sur 10 sur IMDb, parce que pour moi, c'est un fan footage qui a été fait sans prétention, qui a fait son... Enfin, je trouve vraiment, ça se voit quand tu regardes le film, que c'est des gens qui se sont éclatés à tourner ce fan footage, avec très peu de budget, et franchement, le résultat qu'ils ont fait avec très peu de budget, c'est cool. Et ça va pas du tout dans la même direction que le film de 2016, je crois, Catacombes. 2016, ouais. Là, Deep Fear, ça part un peu plus... Tu sens que c'est plus français, parce qu'ils vont dans... Je vais pas spoiler si jamais vous le regardez. Moi, je l'ai vu sur OCS, je crois. Je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais bref. Ça va dans une autre direction. C'est pas aussi surnaturel que Catacombes, on va dire. C'est moins enfer et tout ça, tout ce bordel-là. Catacombes, j'adore ce film là, par exemple. C'est un de mes fan footage préférés, Catacombes. Deep Fear, c'est un petit fan footage. Bon, ça fait pas très peur. Il y a des petits moments gore. La créature est pas mal réussie. Je trouve que c'est pas mal. Et il y a pas que la créature, il y a d'autres trucs assez méchants. Et j'ai bien aimé. Le film te fait bien rentrer dans une ambiance un peu claustro. Il réussit pas mal. Donc voilà, c'est un petit film que je conseille. Voilà. Sans prétention, comme ça, pour une petite soirée. Le film suivant, c'est aussi une bonne surprise, mais c'est pas très... En fait, je suis pas très objectif sur ce film-là, parce que j'aime beaucoup les films avec des animaux tueurs, en fait. Anaconda 1 et 2 font partie de mes films préférés. Donc voilà. Donc le film s'appelle Beast. C'est réalisé par Balthazar Comarcourt. Je crois il a déjà fait des films que j'ai déjà vus. Je regarde ça de suite. C'est lui qui a réalisé le film... en Himalaya là, avec l'Everest, Everest, voilà, qui était vraiment cool, c'était un bon survival Everest. Donc là il réalise un autre survival, sauf que c'est avec un lion tueur. Donc c'est Idris Elba qui part en Afrique du Sud se ressourcer avec ses 2 filles après le décès de leur mère, et il décide de faire un safari avec un ami d'enfance de Idris Elba. Sauf qu'en fait, ils vont tomber face à un lion où tout le groupe de lions, en vrai, il a perdu toutes ses femelles et le mâle, donc le lion a complètement pété un câble et il se met à tuer tous les humains en fait. Et ce film-là t'offre ce pitch-là, on va dire. Un pitch purement série B, limite Z, des trucs que tu vois limite en direct ou des vidéos. Sauf que ce film-là, déjà les effets spéciaux sont bluffants. Quand je vous dis bluffant, à aucun moment du film, t'as l'impression que les lions sont en images de synthèse. C'est impressionnant. La manière, déjà, le modèle 3D est d'un réalisme bluffant, oui. Puis la manière dont le lion interagit avec ce qui l'entoure, donc tout ce qui est feuillage, l'eau, et même les corps humains. T'as une scène où t'as Charlton Copley qui interagit avec plusieurs lions en même temps, mais tu vois tous les mouvements, les lions qui interagissent avec lui qui caresse le pelage des lions, tout ça. Je dis mais waouh! Moi j'aimerais bien voir ce genre de film plus souvent avec des animaux tueurs, on va dire. Et parce que c'est des films en plus qui permettent de mettre en lumière un peu la cruauté de l'homme envers la nature. C'est cliché certes, mais je trouve qu'on a besoin de voir ça en fait. On a besoin de voir ce genre de film. Et ce film-là est très réussi. Et il a un autre gros bon point déjà. Le casting est assez cool. Tous les acteurs sont excellents. Et le film brille aussi surtout par l'utilisation du plan séquence. Et en gros, il te crée de la tension avec le plan séquence. C'est souvent... il joue sur les focales. Donc des fois, il va te faire des focales assez courtes où tu vas être en alerte, tu vas voir tout ce qui se passe, la savane derrière, et tu vas chercher d'où est-ce que peut venir le lion. Et des fois, il va jouer avec des focales plus courtes, où tu vois l'arrière-plan flou, où tu vois quelque chose qui bouge derrière et tout ça. Et tout le temps, en plan séquence en fait. Souvent, les attaques du lion sont en plan séquence.
Et en fait, t'es scotché avec les personnages et tu vis ça en même temps qu'eux, tu vois. Et c'est franchement réussi. Les plans séquences, des fois, tu vois même pas les coupures, ou alors, quand il y a une coupure, c'est que bah tu passes à un autre plan carrément. Mais j'ai été bluffé, on va dire. C'est typiquement le genre de film que je kifferais faire, tu vois, un truc d'attaque animale avec des beaux plans séquences bien soignés, bien millimétrés. C'était très cool à voir. Un beau film, un bon film d'aventure, de survival, avec des scènes assez sanglantes. Il y a la fin qui m'a même fait penser un peu à The Revenant, avec Idris Elba et un lion. Franchement, c'était cool. C'était cool. Donc c'est un film bien écrit aussi, franchement. Il met en place des éléments qui reviendront plus tard. Les personnages évoluent aussi plutôt bien. C'est bien fait, c'est bien écrit. Donc que demander de plus? Donc je suis assez déçu que le film ait pas trop marché. Et je trouve que c'est pas mérité du tout. Il mérite bien plus. Donc voilà. Alors le film suivant, c'est réalisé par Alex Garland. En fait, Alex Garland, c'est un réalisateur qui vraiment a une valeur sûre maintenant pour moi. Donc il a commencé par Ex Machina, qui était un petit chef-d'œuvre, je trouve, de science-fiction, qui abordait la question de l'IA et aussi la masculinité j'arrive pas à le dire. Masculinité toxique, c'est comme ça, avec deux hommes qui veulent se créer la figure féminine parfaite et tout ça. Et donc après il a fait Annihilation aussi, qui était un peu moins réussi, mais qui était quand même passionnant dans ce qu'il offrait comme spectacle, on va dire, avec quelques idées franchement très effrayantes de mise en scène, avec par exemple l'ours qui pousse des cris pour attirer des cris de détresse pour attirer ses proies. Donc Alex Garland, il est revenu l'année dernière en 2022 du coup avec Men, qui a franchement une histoire très 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 intrigante. Je vous raconte vite fait le pitch. Une jeune femme part en vacances toute seule dans la campagne suite au décès de son ex-mari. Sauf qu'au bout d'un moment, elle va s'apercevoir que tous les hommes du village où elle va ont tous le même visage. Et en gros, elle se fait percuter par une sorte de présence. Mais ce film-là, je l'ai noté 8 sur 10 aussi. Il y a beaucoup de 8 sur 10 en 2022. Déjà, t'as la scène du tunnel, petit bijou de mise en scène au niveau sonore, même au niveau du cadrage, de l'esthétique, de la lumière et tout ça, mais au niveau sonore, c'était terrifiant. Et puis t'as les 10 dernières minutes, c'est du body horror. Limite, t'arrives pas à trop simuler ce que tu regardes. C'est dégueulasse, mais c'est du gore qui exprime une idée en fait. Le film passe tout son temps à questionner cette question de la masculinité... j'arrive pas à le dire. Masculinité toxique. Et en gros, le film, c'est pas qu'il t'apporte une réponse. En fait, le film, à la fin, te rend compte. Il pose son regard, en fait, sur le monde et il te fait voir, il te met face à la réalité, en fait. Que peu importe ce qui va se passer, l'homme va reproduire les erreurs de l'homme, etc., en fait. C'est un film à voir. Il faut avoir le cœur accroché. Parce que les 10 dernières minutes, franchement... si vous n'avez pas vu des films de David Cronenberg et tout ça, donc vous allez... un peu faire des hauts de cœur, mais franchement, c'est un film passionnant, je trouve. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que j'aimerais vous garder un peu la surprise et que, en fait, devant ce film-là, faut partir neutre. Neutre dans le sens où le film va vous parler de sujets très tendus et il va pas prendre parti en fait le film. Il va vous donner plusieurs pistes, plusieurs points de vue et tout ça et il va vous permettre en fait de faire votre propre idée et d'argumenter en fait. Vous allez argumenter avec le film en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? En fait, ça va vous permettre de réfléchir un peu. C'est pas un film joyeux. Donc, Men de Alex Garland, à voir. Et l'acteur qui joue tous les personnages du film, là, tous les personnages masculins du film, waouh! Waouh! Quelle performance! Franchement, même au niveau de l'accent et tout ça, c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose à voir. Bon, j'ai un peu triché parce que le prochain film, je l'ai vu en 2023, mais bon, il est sorti en 2022, donc voilà. Donc Avatar 2, que j'ai noté 9 sur 10. Quand je note 9 sur 10, ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est clairement le plus grand film des années 2020, peut-être. Hein. Déjà, techniquement, c'est waouh. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde a bien vu que c'était impressionnant. On n'a jamais vu ça. Le HFR est fou, l'utilisation du HFR est fou. Moi, j'ai jamais été trop critique envers le HFR. J'ai pas eu la chance de voir le Hobbit. J'ai vu les films de... comment il s'appelle Gemini Man et... Ang Lee. Voilà, j'ai vu Gemini Man en 60 images par seconde. J'ai trouvé ça impressionnant. Donc, c'est peut-être mon côté gamer qui fait que la pilule passe, mais je trouvais que le HFR dans Avatar était à couper le souffle.
les scènes sous l'eau et tout ça, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, l'histoire, franchement, moi je comprends pas les critiques envers l'histoire, c'est franchement... Les nouveaux personnages ont une évolution, ils sont bien écrits, les anciens personnages... Parfois, il y en a qui changent, tu découvres une autre facette de certains personnages. Et certes, l'histoire reproduit un peu le schéma de Avatar 1, mais tout est justifié. Donc moi, j'ai trouvé l'histoire très, 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 très bien. J'ai été bouleversé à des moments d'émotion et tout ça. Je me suis attaché à tous les nouveaux personnages. Donc les 3h12, je les ai pas vus passer. C'est un truc de malade. Sûrement le plus grand film de 2022. Quand je dis grand film, c'est vraiment le spectacle à l'état pur. Quand tu te prends des bouses, je pèse pas mes mots, des bouses comme Thor 4, putain, quel film de merde. Bref, quand tu prends des boosts comme des trucs de Marvel et tout ça, et d'un seul coup tu te tapes en une année Top Gun, Maverick et Avatar 2, tu fais putain, ça fait du bien de vivre ça au cinéma, même The Batman, ces trois films, voir ça au cinéma, waouh, ça fait du bien. Putain, au lieu de se taper des trucs avec des effets spéciaux moches, avec l'humour à la con, chiant, où tu sais que t'as des films, les enjeux, ils sont... T'as l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu, tout le monde rigole et tout ça. Donc oui, Marvel, c'est toi que je vise. C'est toi qui pollue tout, Marvel. Bref, donc ça fait du bien de voir des films avec des vrais enjeux, super beaux, super bien faits, du grand spectacle, c'est ça qu'on veut, putain. Des films qui t'immergent dans une histoire, dans un univers, et t'as ce sentiment quand tu sors de la salle. Putain, tu regardes dehors, tu regardes autour de toi, tu fais... J'ai envie de retourner dans le film, quoi. C'est quand un film fait ça, franchement, ça veut tout dire. Bon allez, on passe à autre chose qu'Avatar 2, parce que déjà, j'ai un peu triché, parce que c'est pas du cinéma d'horreur, c'est la table de l'horreur et Avatar. Mais c'est pour James Cameron, voilà, il a fait Aliens, donc ça compte. Le film suivant est réalisé par un de mes réalisateurs préférés ever, Guillermo del Toro. Je suis obligé de le dire comme ça. Et c'est Nightmare Alley. J'ai pas vu son Pinocchio encore, faut que je le regarde vite. J'ai vu sa série. Nightmare Alley, c'est un film qui m'a surpris. Alors c'est pas mon Del Toro préféré, loin de là. Je l'ai noté 7 sur 10 sur IMDb. Il m'a surpris dans le sens où il m'a emmené dans une direction, je pouvais pas savoir qu'il allait dans cette direction-là. Alors j'ai vu aucun trailer, je n'avais rien vu du film, du coup quand j'y suis allé, je ne connaissais rien. Et avec le début, je pensais qu'il allait faire une histoire un peu à la Freaks de Todd Browning ou à la saison 4 de American Horror Story, qui allait se concentrer sur le cirque un peu des entre guillemets monstres. Sauf que non, en fait, le film bifurque au bout d'un moment. Il bifurque vers une toute autre direction et que j'ai trouvé passionnante. Il n'y a aucun élément fantastique dans le film. Sauf que, en fait, on a souvent l'impression que le fantastique, en fait, il veut s'immiscer dans l'histoire, mais via la mise en scène, en fait. Via un gros plan sur un bocal avec un bébé dedans, ou même la musique, la manière dont Del Toro filme certaines scènes. T'as l'impression que va y avoir un monstre qui va sortir d'un coup, ou qu'il y a un truc surnaturel qui va surgir. Tout le casting est excellent. Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, extraordinaire aussi. Donc il y avait que des bons acteurs. Ron Perlman, le mec qui joue dans Godzilla, là, comment il s'appelle ? Ah, il y a Willem Dafoe aussi. Richard Jenkins aussi, qui m'a bien surpris. Et il y avait David Strathairn, j'arrive pas à le dire, celui qui joue Pete, qui m'avait bien surpris. Donc c'est du Del Toro, quoi. C'est beau, c'est super bien, les décors sont magnifiques, l'esthétique est magnifique. Alors pour le film suivant, je vais revenir un peu ce que je disais sur Top Gun 2 et Avatar 2, qu'il y a des films qui sont sortis en 2022, quand tu les voyais, ça faisait du bien. Et le prochain film en est un. Il s'agit de Everything, Everywhere, All at Once, qui est le film le plus what the fuck de 2022, mais le what the fuck bien fait. C'est-à-dire que je vous lis vite fait l'histoire pour ceux qui ne savent pas. Alors, dans l'ascenseur menant au contrôle fiscal de leur laverie, Waymond, qui adopte un comportement bizarre, explique à sa femme qu'elle seule peut sauver l'univers en utilisant les aptitudes de ses doubles provenant de mondes parallèles. Vous voyez Doctor Strange 2 ? Eh ben, Everything, Everywhere, All at Once, c'est Doctor Strange 2, mais puissance 50, quoi. C'est un truc de fou. Il joue avec le multivers sans aucune gêne, sans tourner au ridicule. C'est ça qui est fort avec ce film-là. C'est what the fuck, mais c'est pas ridicule. Tu te prends d'affection des personnages qui sont super bien écrits, tu comprends les enjeux, et le film est complètement barré. Il te met en scène les univers parallèles, il trouve l'astuce de changer le ratio de l'image pour pas te perdre. Ça, c'est une idée super bonne. Et tout est millimétré, des scènes de combat millimétrées à la perfection.
Les costumes, les décors, tout est super bien exploité. Alors que le film a un budget assez réduit, c'est A24 qui a produit le film. Mais c'est une claque ce film, c'est une claque, c'est un beau spectacle. Et qui te prend pendant 2h30 et il t'épuise dans le sens où il se passe tellement de choses, t'es tellement à fond dedans, t'es tellement pris par l'histoire, avec un beau message derrière qui aborde plusieurs thématiques, plusieurs problèmes dans notre monde actuel, qui a une super belle morale, et ça fait du bien, franchement ça fait du bien de voir des films comme ça, putain. Et le film n'hésite pas à aller dans la violence, à aller dans la comédie burlesque, mais c'est super bien mélangé, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui va marquer, voilà. J'en ai dit le moins possible, j'ai pas dit si le méchant c'est quoi, nanana, voilà. Foncez le voir, foncez, je vous en supplie. Le film suivant est un remake français d'un film japonais, donc Coupé, qui est le remake de Ne coupez pas, réalisé par du coup Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo. J'ai adoré ce remake. Je l'ai noté 7 sur 10, comme l'original. Je l'ai noté pareil que l'original. Donc, au niveau de l'histoire, il n'y a rien qui change par rapport à l'original. Donc, c'est pendant un tournage d'un film de zombies, en fait. Donc, ce qui m'a plu dans le remake français, ce qu'il apporte de plus, du coup, c'est l'humour français que j'ai bien aimé. C'est bien écrit dans ce film. Surtout que les acteurs, là, tu les connais. Et en fait, t'apprécies beaucoup plus l'aspect, on va dire, série Z, en fait. C'est ça. T'apprécies beaucoup plus cet aspect-là où les comédiens sont vraiment tournés au ridicule et ça marche bien sur moi. Ça a bien marché sur moi. Il y a aussi la notion de famille qui est propre à Michel Hazanavicius, du coup, qui est bien faite dans ce film-là. C'est super bien fait, c'est brillant, je trouve, d'écriture. La réal est aussi brillante que l'original. Franchement, c'est un bon remake, on va dire. C'est un bon remake qui trahit pas l'original, qui apporte quelques trucs par-ci par-là et qui est conscient que c'est un remake en plus, du coup c'est encore plus jouissif je trouve à regarder. C'est une bonne expérience, franchement j'en dis le moins possible, hein, mais c'est une très très bonne expérience, même si vous aimez pas l'horreur, franchement regardez ce film. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le cinéma d'horreur en fait. Donc même sur le cinéma en général, pas que sur le cinéma d'horreur, ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur ce qu'est un tournage, ce qu'est une équipe de cinéma en fait. Donc je vous encourage à voir ce film. Allez, on passe au prochain film, qui est sûrement un de mes films d'horreur préférés de 2022, et peut-être même pour toujours, qui a été une grosse claque. Un uppercut dans ma gueule, le prochain film, voilà, c'est ça. Et le film suivant est The Sadness, réalisé par Rob Jabaz en Taïwan. Donc c'est clairement le film le plus gore et violent que j'ai vu depuis peut-être le remake d'Evil Dead, sûrement ça, hein, ou The Green Inferno, j'arrive pas à savoir. Et putain, mais oui, t'as des scènes, faut s'accrocher quoi, mais c'est super bien fait, c'est ça le truc. Après tout ce que t'as vécu avec la crise du Covid et tout ça, quand tu regardes The Sadness, tu te dis mais c'est ce qui peut se passer, en moins gore on va dire, mais c'est bien représentatif de la folie humaine, on va dire. C'est pas un film à mettre entre les mains de tout le monde, parce que c'est vraiment, mais quand je vous dis gore, c'est très 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 gore. Et c'est un film uppercut, on va dire. Voilà. Ça fait du bien de voir des films comme ça, surtout sur grand écran. Ça fait du bien de se prendre une claque, quoi. Une claque dans le sens où tu vas voir quelque chose de choc qui va te foutre sur le cul, tu vas pas y croire tes yeux tellement que c'est pas du grand guignol, mais c'est trash, quoi. Tu vois des choses que waouh. Je vous conseille de le voir si vous avez le cœur accroché, mais bien accroché. Hein. Attention, c'est pire que la Tour de la Terreur, le bordel. Le prochain film est Scream version 2022, réalisé par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett. Je sais pas si je le dis bien. Donc là, ils ont repris la relève de Wes Craven pour la saga Scream. Honnêtement, je l'ai pas vu au cinéma parce que j'en avais peur. Parce que Wes Craven, c'était un de mes acteurs préférés. Scream 1 et 4, c'est vraiment des... Scream 1, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du slasher. Scream 4 est moins bon. J'aime pas trop Scream 2 et 3. Mais Scream 4, j'ai adoré. Et Wes Craven, en soi, moi, c'est une figure intouchable. Donc, j'osais pas aller voir ce Scream version 2022. Je l'ai vu. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Les réalisateurs respectent l'héritage de Wes Craven. Ils offrent des nouvelles...
nouvelle génération de casting plutôt sympa. Le mystère de qui est le tueur est assez bien foutu jusqu'à la fin, t'as des doutes, tu sais pas encore pleinement qui c'est. J'ai trouvé que aucun personnage n'était chiant, ce qui est un exploit dans un slasher. Le film joue bien avec le côté méta propre à Scream. C'est franchement bien écrit, c'est bien amené, c'est bien fun. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que t'as un personnage clé qui meurt et c'était beaucoup trop cramé. J'aurais aimé que ce soit un peu plus joué sur la surprise en fait. C'était beaucoup trop préparé en fait. Donc j'étais un peu déçu. Mais en soi, le film est très fun. Franchement, c'était très fun. Et je suis confiant pour le Scream qui sort en fin 2023 là, qui se passe à New York. Je suis confiant. Le film suivant est aussi une assez grosse surprise de l'année. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien maîtrisé. Et je parle de Deadstream, qui est sorti sur Shadows, réalisé par Joseph Winter et Vanessa Winter. Je l'ai noté 8 sur 10 sur IMDb. Donc, je vous raconte le pitch. Une personnalité de l'internet disgraciée tente de reconquérir ses adeptes en live streamant une nuit seul dans une maison hantée, mais il met accidentellement en colère un esprit vengeur. Donc en gros, ce film-là, c'est un peu un Evil Dead version Twitch. Et ce qui m'a impressionné, c'est que les réalisateurs maîtrisent super bien tout ce qui est les codes de YouTube et Twitch. Et ça faisait du bien de voir un film qui se foutait pas de la gueule de ces internautes-là qui utilisent beaucoup Twitch et tout ça. Donc c'est très drôle. En gros, c'est un fan de footage, clairement. Et en gros, tu suis le POV de Twitch, on va dire. Et en gros, des fois, tu vois le chat à côté. Et c'est très, 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 très drôle. L'esprit vengeur. L'esprit vengeur en question est très drôle aussi. Tu sens que l'esprit, limite, il a de l'humour. Et qu'il se fout de la gueule du mec avec sa chaîne YouTube à 2 balles et son live Twitch tout pourri. Et c'est très 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 drôle. T'as des envolées un peu dégueulasses à la Evil Dead, mais ça se laisse regarder. Franchement, c'est un film à voir entre potes. Tu peux te taper une bonne barre. C'est même pas tu ris pas parce que tu te moques du film. Tu ris du film parce que le film est drôle. Et ça fait du bien de voir de l'horreur comme ça, bien drôle, bien fun, et qui respecte le matériel qui... En gros, ça se moque des personnalités d'internet et tout ça, mais ça les respecte aussi, tu vois, ça respecte les codes, on va dire. Et je trouve que c'était super bien fait. L'acteur, c'est Joseph Winter, donc c'est l'un des 2 réalisateurs. Et franchement, il joue super bien, ils ont dû se marrer à faire ce film-là. T'as des effets spéciaux en dur, là, des marionnettes et tout ça, tu dis, what the fuck, à un moment, t'as une espèce de ghoul qui ressemble à Gollum, là. Oh là là. Très drôle, très très drôle. Je vais me répéter. Mais le film suivant est aussi une surprise, dans le sens où je m'y attendais pas en fait. Il y a beaucoup eu de surprises en 2022. Ce film est sorti directement sur Disney+, chez nous. Aux États-Unis, je crois qu'il est sorti au cinéma. Mais il y a 2 ans. Mais il est sorti qu'en 2022 chez nous. Il s'agit de Barbare de Zach Cregger. Donc avec Georgina Campbell, Bill Skarsgård et Justin Long. Je vais en dire le moins possible. Attendez, je lis le pitch pour voir si je peux vous le dire. Ok. Une femme séjournant dans un Airbnb découvre que la maison qu'elle a louée n'est pas ce qu'elle semble être. Le film commence, il se passe quelque chose, et en fait le film, tu sais pas où est-ce qu'il t'emmène. Il enchaîne surprise sur surprise, retournement sur retournement, et en fait c'est ça qui est bien, c'est que le film, tu ne peux pas deviner ce qui va se passer. Il t'emmène dans des territoires inconnus que tu n'avais pas soupçonné l'existence, et il t'offre des moments de horreur. Waouh, t'as des moments horrifiques. Il y a tout un moment qui m'a rappelé The Descent quand même, hein, et qui joue bien sur un peu l'arrière-plan, la longue distance. Il joue sur les focales aussi, les décors sombres et tout ça, et il isole un peu les personnages dans le cadre. Il se passe toujours quelque chose en arrière-plan, tout ça. C'est super bien réussi, mais le retournement de situation, le scénario est parfait. C'est voilà, c'est une sorte de poupée russe où t'as l'enveloppe, puis à l'intérieur, t'as d'autres trucs, t'as d'autres strates de l'histoire et tout ça. Donc franchement, c'est à voir sans voir de trailer. S'il vous plaît, ne regardez pas de trailer, ne regardez pas d'extrait. Foncez, tête baissée, et hop, vous allez vous prendre une petite claque. Je l'ai noté 8 sur 10 aussi. Donc je vois qu'il a 122 000 notes sur IMDb, et il a une moyenne de 7 sur 10. Donc franchement, foncez. C'est pas tous les jours qu'on voit des films comme ça sur Disney+. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Le film suivant est une petite pépite qui nous vient de Norvège, je crois. Je vérifie si c'est Norvège. Tac. Où est-ce que je vois ça ? Finlande et Suède, voilà. Pays d'origine, Finlande et Suède.
Ce film s'appelle Ego, réalisé par Anna Bergholm. C'est l'histoire d'une jeune gymnaste qui tente désespérément de plaire à sa mère exigeante, sauf qu'elle découvre un œuf étrange. Elle le cache et le garde au chaud. Quand il éclot, ce qui en sort les choque tous. Donc c'est un film de monstre. Le monstre, déjà, est bluffant, le monstre. Il est fait en marionnette. C'est très dérangeant, on va dire. C'est très 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 dérangeant parce qu'en fait, le monstre va considérer la petite fille comme sa mère. Et vous en doutez que le monstre va être très protecteur envers sa mère. Il va se passer des choses pas très nettes dans cette petite bourgade de Finlande. Et comment dire, c'est un film très réussi qui place un malaise, qui aborde bien la thématique, je trouve, où on exige trop d'un enfant, en fait. Ça met en scène parfaitement cette notion, en fait. J'ai adoré ce film parce que il t'offre une esthétique un peu différente du monstre. T'as jamais vu ça autre part. Et le monstre évolue, bien sûr. Il y a d'autres strates et tout ça. Et il t'offre une image de la famille assez dysfonctionnelle. Et c'est un film qui te met dans un malaise, on va dire. C'est un film qui marque. Depuis 2 ans, il y a un peu une remontée en puissance du cinéma un peu d'horreur nordique. Donc il y a eu Ego et The Innocents. Donc si vous n'avez pas vu The Innocents aussi, c'est une petite claque. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille vivement. On passe au dernier film de la sélection. Il s'agit de The Northman de Robert Eggers. Robert Eggers, qui est un de mes réalisateurs préférés. The Northman, ça raconte l'histoire d'un prince viking qui va chercher à venger son père. Et c'est franchement, déjà, c'est un film qui est magnifique en soi, parce que c'est un film qui a été tourné avec des lumières naturelles. La prestation des acteurs est extraordinaire, parce que c'est avec Alexander Skarsgård, qui s'est musclé, mais c'est impressionnant la carrure qu'il a. Il fait flipper. T'as une attaque de village réalisée en plan séquence, il dégage une animalité. Le mec, tu te retrouves devant, tu te chies dessus. Donc il y a aussi Nicole Kidman, il y a Ethan Hawke, il y a Willem Dafoe aussi qui est encore là, et il y a aussi Anya Taylor-Joy. Voilà. À chaque fois qu'elle est dans un film, je suis amoureux du film. C'est comme ça. Robert Eggers, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses ambiances. C'est quelqu'un qui travaille à fond tout ce qui est décor, costume, et qui soigne l'ambiance de son film, en fait, l'esthétique et tout ça. Et à chaque fois que tu regardes un film de Robert Eggers, t'es plongé dans l'univers qu'il t'offre. The Northman, c'est ça. T'es plongé à l'ère des Vikings. Et je trouve que c'est un revenge movie qui apporte une touche assez originale, parce qu'il y a un retournement de situation où le héros, il se retrouve face à une situation où il doit remettre tout en question, toute sa vie en question. Donc c'est un film très riche, visuellement, thématiquement. C'est un film qui se voit un peu comme un film d'action et tout ça. C'est pas tellement un film d'action avec des combats tout le temps, hein. C'est plus, tu suis plus la quête d'un personnage, la quête de vengeance d'un personnage. Donc certes, t'as une grosse scène de bataille au début avec l'attaque d'un village, mais après le film se pose et ça devient limite plus de l'horreur vers la fin. Donc faut pas vous attendre à un truc épique comme ça. Quoique le combat final aussi, il y a des résurgences un peu épiques. Mais voilà. Et on va passer à la conclusion. Ce que je peux dire sur cette année 2022, bon, j'ai loupé pas mal de films. Par exemple, j'ai pas vu Smash, j'ai pas vu le dernier Halloween. Et je sais que, bon, bref, j'ai loupé plein de films aussi sur Netflix, Amazon, Shadows aussi, ils ont sorti pas mal de films que j'ai pas encore vus. Mais en gros, de ce que j'ai vu, j'ai rarement été déçu des films d'horreur qui sont sortis en 2022. C'était une très bonne année, je trouve. Et on va un peu parler de 2023, parce que cette année, franchement, j'ai quelques attentes cette année. Déjà, premièrement, il y a un nouveau Evil Dead qui sort, qui se passe dans un immeuble, je crois, enfin en ville. Et j'ai vu le trailer et tout ça. Ça ressemble un peu à Démon 2 de Lamberto Bava. Mais franchement, Démon et Evil Dead, ils étaient déjà assez proches. Et s'ils font quelque chose comme Démon 2, avec la touche Evil Dead, je serais comblé. Il y a aussi Terrifier 2, que j'attends beaucoup, là, je vais aller le voir sûrement. Bien sûr, il y a le nouveau Scream. Il y a Project Wolf Hunting, qui est un film coréen aussi, qui m'a l'air violent à souhait. Alors, je vois qu'il y a The Nun 2, mais je m'en fous complètement. Winnie the Pooh, c'est un truc qui reprend un peu Winnie l'ourson, mais qui le tourne à la version horrifique. Ça a l'air d'être intriguant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Il y a aussi un film qui s'appelle 65, La Terre d'avant. Donc c'est Adam Driver qui retourne dans le passé et qui bastonne contre des dinosaures. Ça, j'ai hâte de le voir parce qu'il y a des dinosaures. Crazy Bear, qui est un film adapté d'une histoire vraie où, dans la vraie vie, il y a des gens qui ont trouvé un ours décédé et qu'il avait de la cocaïne dans le sang. Et en gros, ce film-là reprend cette base-là, sauf que l'ours décède pas et qu'il devient complètement fou, qu'il va bouffer plein de gens et tout ça.
Donc ça va être un ours sous cocaïne. Donc j'ai très hâte de voir ça. Donc chaque année, ça se trouve, il y aura un film d'animaux tueurs. Donc l'année dernière, c'était les lions. Cette année, ce sera Crazy Bear avec un ours. Il paraît qu'il y a The Meg 2. The Meg 2. Genre la suite du film avec Jason Statham, là, avec le requin géant. Pourquoi pas. Ils avaient parlé de faire un remake d'Anaconda. Donc, j'ai hâte qu'ils le fassent vraiment, ça. Voilà ce qui nous attend en 2023. Il n'y a pas grand-chose en vrai en 2023. Hein. Donc voilà, donc 2022, c'était une très belle année pour le cinéma d'horreur. Et puis cette année, je vais essayer de bien reprendre le rythme mensuel du podcast parce que j'ai fait quand même une assez longue pause. Donc le prochain podcast, je ne serai plus seul. Je serai avec mes deux compères Arnaud et Henri. La thématique est déjà choisie, tout ça, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve le mois prochain pour discuter de films d'horreur autour de la table de l'horreur. Allez, tchuss les gens. Call the police. Tell the sheriff I shot him. Tell him he's still on the loose. Is this some kind of joke? I've been trick or treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer.